Merci d'être avec nous sur la radio du Monde. Il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. L'information continue avec vous, Anthony Latier. Merci Julien Chavannes, bonjour à toutes et à tous. La matinale de RFI, vous l'avez entendu, bouleversée donc par les événements en Ukraine. On vous retrouvera un peu plus tard, Julien, pour une nouvelle page spéciale consacrée au crash de l'avion de la Malaysia Airlines. Avant cela, une demi-heure d'informations africaines avec d'abord le journal de Magali Lagrange. Bonjour Magali. Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de journal, la visite de François Hollande en Afrique, elle continue aujourd'hui. Le président français doit arriver à Niamey ce matin pour parler sécurité. Après une journée passée à Abidjan, le président ivoirien l'a d'ailleurs invité à revenir prochainement et plus longuement. Et puis François Hollande se rendra ensuite au Tchad dans la soirée où les opposants lui demandent d'évoquer aussi les questions de politique intérieure avec Idriss Déby. Hors sujet, répond le parti au pouvoir. Au sommaire également, la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le fils du président de l'UDPS, donne des informations sur la santé de son père qui n'a pas été vu depuis plusieurs mois. Il assure qu'il va bien. Le président français va donc parler sécurité et lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Oui, François Hollande continue sa tournée sur le continent africain. Le chef de l'État était en Côte d'Ivoire hier à Abidjan. Ce matin, il est attendu à Niamey. Il va rencontrer son homologue Mahamadou Issoufou. Les deux chefs d'État vont parler du dispositif Barkhane qui remplace l'opération Serval, une opération plus large, cette fois au niveau régional pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. François Hollande l'a évoqué hier. Il doit permettre, a-t-il dit, des interventions rapides et efficaces en cas de crise. Des précisions sur ce dispositif avec Olivier Four. 18 mois après le déclenchement de Serval, dans le nord du Mali, rien n'est réglé. L'armée malienne n'a pas réussi à tenir ses positions autour de Kidal. Les flux de ravitaillement transsahéliens n'ont jamais été coupés. Les groupes djihadistes sont toujours en mesure d'exercer des pressions sur les populations civiles et parviennent à frapper l'armée française comme le 14 juillet dernier à Al-Mustarat. Quoi qu'il en soit, Paris décide d'élargir son champ d'action avec l'opération régionale Barkhane, un nouveau nom pour un dispositif en fait assez similaire à celui qui était déjà en place depuis fin 2013 et qui fonctionne sur le principe des vases communicants à effectif quasi constant. À terme, officiellement 3000 hommes répartis entre la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Objectif, agir avec le maximum de réactivité pour lutter de manière permanente contre les réseaux terroristes. Depuis décembre 2012, Niamey est le pôle dédié au renseignement et est devenu depuis une escale pour les chasseurs bombardiers français. Avec l'aide des États-Unis, cela fait des mois que la France surveille les couloirs d'infiltration venant de Libye. D'après nos informations, depuis l'an dernier, au moins 3 cadres opérationnels d'AQMI et 5 hauts responsables de la mouvance Al-Mourabitoun ont été éliminés par l'armée française. Et avant le Niger, je vous le disais, François Hollande était à Abidjan. Hier, le président français n'est pas venu seul. Il était accompagné d'une délégation de nombreux hommes d'affaires venus vendre le savoir-faire français. Il était question d'économie, bien sûr. Ils ont participé à un forum sur le thème de la ville durable. À Niamey aussi, en plus de la sécurité, il sera question d'économie. François Hollande va visiter l'usine de traitement d'eau potable de Niamey, gérée par une filiale du français Veolia. Notre correspondant Moussa Kaka est allé la voir, lui aussi. Reportage. Nous sommes à l'usine de Goudel, une des 2 usines de production d'eau potable gérée par la Société des eaux du Niger, une filiale de la société française Veolia. Cette usine située sur le fleuve Niger produit entre 80 et 90 000 mètres cubes par jour. Elle alimente la ville de Niamey et ses environs, soit plus de 2 millions d'habitants. Sur le principal bassin de l'usine, Rémi Bogarel, directeur général de la SEN, explique. Donc vous voyez l'eau arrivant du fleuve Niger qui est marron très très foncé. Et vous voyez qu'après le traitement, c'est-à-dire injection de sulfate d'alumine qui est un produit qui permet de retenir toutes les matières, elle sort du décanteur de manière très claire. À partir de ce décanteur-là, l'eau est envoyée ensuite sur des filtres où elle subit un traitement d'affinage avant d'être désinfectée et distribuée sur le réseau. Desservir plus de 2 millions d'habitants n'est pas une chose aisée. Tout est télégéré à partir d'une grande salle de commande. Alors ici, on a le tableau de commande et de télégestion de toute l'alimentation en eau de la ville de Niamey. Donc à partir de cette salle de commande, on peut démarrer des pompes, surveiller le niveau des réservoirs, favoriser le remplissage de tel réservoir s'il y avait un manque d'eau ou un problème particulier, isoler tel coin de la ville pour intervenir sur le réseau et faire une réparation. Donc tout est complètement télégéré et contrôlé à partir de la salle de commande de l'usine de Goudel.
La qualité d'eau produite fait que Niamey est la seule capitale d'Afrique de l'Ouest à disposer 24 heures sur 24 d'eau potable. Moussa Kaka, Niamey, RFI. Et après le Niger, François Hollande s'envolera pour le Tchad dans la soirée. Il va rencontrer le président Idriss Déby. En revanche, aucun rendez-vous n'est prévu avec l'opposition. En Côte d'Ivoire, François Hollande s'est entretenu avec des opposants. Il a vu notamment le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, auprès de qui il a plaidé pour une participation du mouvement à la prochaine présidentielle. Au Tchad aussi, les opposants et les associations des droits de l'homme voudraient bien voir le chef de l'État français. Ils lui demandent de ne pas laisser de côté les questions de politique intérieure et d'aborder notamment la disparition de l'opposant Ibn Omar Mohamed Saleh en 2008. Saleh Kebzabo est le chef de file de l'opposition tchadienne. Tout ce qui se commet au Tchad comme crime économique ou crime de sang ne doit pas être absous au profit de la sécurité à laquelle le Tchad participe activement. Il faut que les partenaires du Tchad soient beaucoup plus exigeants dans la coopération avec le Tchad, exiger que le respect des droits et libertés soit quelque chose d'effectif, exiger que la loi soit respectée dans ce pays qui devienne un état de droit et non pas un état de non-droit comme c'est le cas actuellement. Il faudra qu'on exige que le processus électoral se déroule dans la transparence pour qu'on aille à des élections réellement transparentes. Il faut que la lumière soit faite sur tous les crimes de sang qui ont été faits à l'encontre des hommes politiques, dont le dernier qui est emblématique, Ibn Omar Mohamed Saleh. Nous pensons qu'il faut que les Français mettent tout en œuvre pour que la lumière soit enfin faite sur cette affaire. Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne. Le parti au pouvoir répond à ces demandes de l'opposition. Le MPS, Mouvement patriotique du salut, a réagi dans un communiqué hors sujet pour son secrétaire général, Adrien Beyom-Malo. L'opposition a raté l'objet de la visite du président François Hollande au Tchad. Le président Hollande est un président élu par les Français pour résoudre le problème des Français. Son voyage au Tchad s'inscrit dans la droite ligne des relations séculaires qui existent entre la France et le Tchad. Le président français n'est pas venu pour résoudre les problèmes politiques des Tchadiens. Il est venu pour le problème sécuritaire. Il n'est pas de bon ton que ce soit le président français qui vienne orienter ou dire ce qui est bien ou mal pour les Tchadiens. Le secrétaire général du MPS, le parti au pouvoir au Tchad. Et pour la suite de sa tournée, le président français a été rejoint par son ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian a quitté le Mali après une visite d'abord à Bamako, puis à Gao hier pour rendre hommage aux soldats tués dans le nord du pays le 14 juillet, jour de la fête nationale française, lors d'une attaque suicide. Un acte revendiqué par Al-Morabitoun, le groupe djihadiste dont fait partie l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Et par ailleurs, les délégations maliennes, autorités et groupes du Nord sont toujours à Alger pour des rencontres qui doivent déboucher sur un accord de paix. Les groupes du Nord ont fait des propositions. Ils prévoient 1 mois pour élaborer une feuille de route commune avec Bamako et 9 mois pour parvenir à un accord avec les autorités maliennes qui, elles, n'ont pas fait de proposition. RFI 6h38 à Alger. Et dans la suite de ce journal, nous irons au Cameroun. Les négociations continuent entre les autorités et les syndicats. Après l'augmentation des prix du carburant, ils se sont donné 1 mois pour parvenir à un accord. Et puis au Gabon, un colloque contre les crimes rituels s'ouvre aujourd'hui. Une association tente de lutter contre cette pratique qui s'amplifie quand les élections approchent. Mais d'abord, Magali Lagrange, des nouvelles de l'opposant Étienne Tshisekedi en RDC, le fils du président de l'UDPS. Félix Tshisekedi était l'invité d'Afrique Soir hier. Étienne Tshisekedi n'a pas été vu en public depuis plusieurs mois, mais pourtant, il va bien, il n'est pas hospitalisé. C'est ce que son fils répond à la rumeur. On ne le voit pas, évidemment, ça alimente la rumeur, etc. Nous, on le met à l'abri de tout ça. Pour le ménager d'abord et ne pas trop le surcharger. Il a déjà sa santé à recouvrir. Oui, il a dû aller 1-2 fois à des consultations, c'est normal. Il ne va pas recevoir des soins qu'à la maison, donc il y a parfois nécessité de se déplacer, d'aller en observation, des choses comme ça, mais il n'est pas hospitalisé, il est à la maison, il récupère tout à fait normalement. On parle de paralysie comme vous dites, mais on verra bien. Donc on verra dans quelques semaines, lorsqu'il sera là, on verra qui de ceux qui disent ça et de nous avait raison.
Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. Il était interrogé par Sonia Rollet. L'ONG Human Rights Watch reproche au gouvernement du Burundi de mener une répression contre les opposants. L'ONG évoque notamment le cas de Gabriel Rufiri, le président de l'OLUCOM, organisation de lutte contre la corruption, qui a été interpellé cette semaine alors qu'il voulait manifester tout seul. L'organisation reproche aussi au gouvernement le jugement contre les militants du parti d'opposition MSD suite à la manifestation du 8 mars dernier. 48 personnes ont été condamnées à des peines de prison qui vont de 2 ans à la perpétuité. Karina Tersakian de Human Rights Watch. Pendant ce procès qui a eu lieu en une seule journée, les accusés n'avaient même pas eu l'occasion de voir leur dossier, leurs avocats n'avaient pas eu non plus l'occasion de voir leur dossier, n'ont pas pu les défendre. Un certain nombre d'avocats sont sortis du tribunal pour protester et les accusés n'ont pas pu se défendre et malgré cela ont été condamnés à de très lourdes peines. Dans ce cas, nous avons vraiment assisté à un exemple d'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques. Il semble que le gouvernement voulait envoyer un message très dur collectivement envers ses opposants à l'approche des élections l'année prochaine. Karina Tersakian de l'ONG Human Rights Watch. Au Cameroun, à présent, les négociations continuent entre gouvernement et partenaires sociaux. Les autorités tentent d'éviter la grève qui menace après la hausse des prix des carburants et du gaz domestique au début du mois. Les deux parties se sont donné 1 mois pour se mettre d'accord. Des avancées ont été constatées, mais il reste encore des points à négocier, Polycarpe Somba. À moins de 2 semaines du terme des négociations avec le gouvernement, le bureau de gestion du fret terrestre, qui représente plus de 90% du parc des transporteurs routiers des marchandises, se dit satisfait. El Adjoumarou, son coordonnateur général. Nous sommes satisfaits des mesures d'accompagnement qui ont été proposées par le gouvernement. Nous sommes actuellement en train de négocier avec les principaux bailleurs de fret afin que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons essayer de combler le gap en plus de ce que le gouvernement a fait. Certains points de désaccord sont toujours en discussion avec les pouvoirs publics, mais la tendance est d'éviter toute surenchère qui pourrait faire exploser les prix des produits de première nécessité. Nous allons effectivement augmenter les prix de transport, mais pas à tous les niveaux. Nous faisons un discernement entre ce qui est denrées de consommation courante, ce qui est transport de produits pétroliers, ce qui est transport de produits de première nécessité. Tout cela, c'est des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas toucher en quoi que ce soit parce que ce serait, n'est-ce pas, le serpent qui mord sa queue. Si les transporteurs sont satisfaits, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, qui revendique entre autres l'augmentation du SMIC, maintient, elle, toujours une certaine pression sur le gouvernement. Zambo Amougou, son président. Nous avons servi une déclaration de grève pour le 28 juillet. Au cas où nous ne trouverons pas satisfaction à nos revendications, immanquablement, on risque de se retrouver dans la grève. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. Au Gabon, l'association gabonaise de lutte contre les crimes rituels se mobilise. Un colloque s'ouvre aujourd'hui pour tenter de réduire ces pratiques. Diplomates religieux, membres de la société civile aussi seront présents. Ils vont réfléchir ensemble aux moyens d'endiguer ce phénomène, un phénomène qui a tendance à augmenter à l'approche des élections. Yves-Laurent Goma. Le colloque a pour but de pousser la pression et la sensibilisation des populations 2 ans avant la prochaine élection présidentielle. Selon un monitoring de l'association de lutte contre les crimes rituels, ces actes barbares s'accentuent à la veille des élections et des nominations dans la haute administration. Le sujet est longtemps resté tabou, mais un documentaire diffusé en 2012 par une télévision française montrant des cadavres sur lesquels on a prélevé la langue, les organes génitaux, les yeux ou une main avait choqué le couple présidentiel. Le 11 mai 2013, la première dame Sylvia Bongo avait pris la tête d'une marche contre ces crimes. Les marcheurs s'étaient rendus au palais présidentiel où ils avaient remis un mémorandum au chef de l'État, Ali Bongo. Mais pour Elvis Sebon, le président de l'association qui lutte contre ces crimes, cet engagement en haut sommet n'a pas permis de décourager les criminels. Il n'y a jamais eu de recul. Au contraire, ça persiste. Notre slogan, le cannibalisme doit disparaître, le fétichisme doit disparaître, la sorcellerie doit disparaître. Nous devons respecter la dignité humaine. Yves-Laurent Goma, à Libreville, RFI. À Libreville, il est 6h44, 7h44 à Paris, il est l'heure de retrouver Anthony Latier. Merci Magali Lagrange, à tout à l'heure. Afrique Matin sur RFI.
Dans un instant, nous irons au Burundi pour la suite de notre série sur l'Afrique et la Première Guerre mondiale. Mais d'abord, on parle économie. Le président français François Hollande était hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite où il a été beaucoup question de des relations commerciales entre les deux pays. Alors que cette semaine, justement, a été lancée la Fondation franco-africaine pour la croissance. L'idée avait été lancée en décembre, en marge du sommet des chefs d'État africains à l'Élysée, avec au départ un constat simple: en 10 ans, la France a perdu la moitié de ses parts de marché en Afrique subsaharienne au profit des pays émergents. Pour en parler, l'invité d'Afrique Matin est la tête pensante de cette fondation, Lionel Zinsou, homme d'affaires franco-béninois, président de PAI Partners, un important fonds d'investissement basé à Londres. Il répond à Nathalie Amar. Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. Comment la France s'est-elle laissée distancer sur le continent africain à ce point-là? Les échanges entre la France et l'Afrique ont continuellement augmenté. Et en 10 ans, ils ont plus que doublé. Ce qui n'avait pas forcément été vu par les entreprises françaises et qui a été vu mieux par les entreprises des pays émergents, c'est à quelle rapidité l'Afrique se développait. Les exportations et les importations de l'Afrique augmentent à 20% l'an. Ça remanie complètement le paysage. Donc la France n'était pas dans le rythme, clairement. Voilà, elle était en croissance, mais pas dans le rythme. Dans quel secteur précisément l'Afrique est-elle intéressée à des partenariats plus poussés avec la France? Je dirais tous les secteurs de l'industrie manufacturière, parce que c'est ce qui donne de l'emploi qualifié, alors que l'Afrique a, sur 1 milliard d'habitants, 15 millions de jeunes à mettre chaque année au travail. Tout ce qui est services rendus aux entreprises, et notamment des services de pointe. Mais j'oublie pas du tout tout ce qui est agrosciences, parce que c'est quand même le secteur qui représente 50% de la population active, et il y a quand même derrière tout ce qu'on essaye de faire l'idée qu'il faut éradiquer la pauvreté. Et la croissance à elle seule ne suffit pas du tout à ça. La croissance ne crée pas nécessairement les emplois, elle ne crée pas nécessairement l'inclusion, elle ne résout pas les problèmes sociaux. Vous nous dites que la croissance ne fait pas tout, malgré tout, elle est là. Le FMI prévoit en 2014 5,4% de croissance pour l'Afrique subsaharienne. Ça signifie que le continent fait mieux que résister au marasme économique mondial. Ah oui, il s'est passé quelque chose qui est en fait une révolution des années 2011, 12, 13. L'Afrique a progressé là où l'Europe a régressé puisqu'elle est entrée en récession. Tout de même, l'Europe, c'est le premier client, c'est le premier fournisseur, c'est le premier investisseur, c'est le premier bailleur de fonds. Alors quelle est l'explication pour que cette croissance africaine soit décrochée justement de la croissance européenne? Elle est découplée et ça montre à quel point la croissance africaine est endogène. La Banque africaine de développement a calculé que les matières premières avaient certes un effet de soutien de la croissance, mais que c'était moins du tiers de l'explication. Donc les 2 tiers de l'explication, c'est de l'épargne africaine qui passe dans des banques africaines, qui va vers des marchés africains des capitaux. Donc la période du tout est dû aux matières premières est révolue pour vous? Complètement révolue. C'est vraiment le tout début des années 2000. Aujourd'hui, je dirais que les télécommunications, dans leur développement extraordinaire, notamment dans les nouveaux usages du téléphone mobile, où l'Afrique est à certains égards en avance sur le reste du monde, je dirais que la révolution financière, la modernisation financière incroyable à laquelle on assiste, je dirais que le développement dans certaines industries de pointe, au nord de l'Afrique, c'est beaucoup les industries aérospatiales, c'est l'automobile, mais au sud du Sahara, ce sont les grandes industries de biens de consommation qui servent la consommation des classes moyennes. Tout ça, c'est une espèce de révolution en marche qui s'est produite et qui est la vraie explication de la croissance. Elle est vraiment faite de services, de production, de transformation industrielle. Elle est faite de services financiers. C'est une croissance qui est moderne et infiniment plus complète que l'espèce d'économie des premières années d'indépendance qui était restée dans un système, une structure coloniale. On a multiplié les capitalisations boursières en Afrique par 9 en 10 ans. Aucun continent c'est pas qu'aucun continent ne fait ça en ce moment, c'est qu'aucun continent n'a jamais fait ça. Mais en même temps, ça vise aussi le secteur informel. Il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, dans l'Afrique subsaharienne, c'est plus de 80% de l'emploi qui est dans le secteur informel. Et dans le secteur informel, il y a beaucoup des germes de la future économie africaine. Mais il va falloir que le secteur informel, petit à petit, s'enrichisse, qu'on ouvre des droits aux salariés, que petit à petit, il trouve intérêt à passer vers le secteur formel avec un bouillonnement de création entrepreneuriale qui est quand même ce qui est devenu la vraie racine de l'afro-optimisme. François Hollande a débuté sa tournée africaine à Abidjan. Est-ce que la France a raison de miser gros sur la Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire a une croissance qui est presque à 2 chiffres. Elle est en plein rattrapage, en plein redressement. La Côte d'Ivoire est la première économie des pays francophones. C'est un pays qui a une grande faculté
activités d'entraînement. Il y a beaucoup de travailleurs qui viennent des autres pays, attirés par le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est fondamentale diplomatiquement, politiquement, affectivement, mais bien sûr, d'abord économiquement. Depuis quelques mois, le Nigeria est devenu statistiquement la première économie d'Afrique. Est-ce que ça change concrètement quelque chose dans la mesure où parallèlement le contexte sécuritaire se dégrade, on le voit au quotidien? Statistiquement, ça pourrait avoir l'air d'une restriction. C'est devenu vraiment la première puissance économique puisqu'on a révisé de 89% à la hausse le PIB qui était sous-estimé. Mais le terrorisme, ça ne casse pas la croissance, notamment s'il y a une solidarité internationale. Et cela, les entrepreneurs en sont convaincus. Ils y vont sans réserve, y compris les Français. Massivement, ce que nous devons faire, c'est de convaincre les chefs d'entreprise français de prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité, mais d'aller vers le Nigeria, parce qu'avec 180 millions d'habitants qui seront 400 millions dans une génération, c'est évidemment une clé. L'Afrique du Sud est-elle durablement affaiblie par les grèves à répétition, la sidérurgie, la construction mécanique aujourd'hui, après le secteur minier? Un des paradoxes, c'est que l'Afrique du Sud s'est développée avant tous les autres, a des infrastructures que personne n'a, mais du coup a aussi les problèmes d'une mutation d'une industrie qui elle-même est en concurrence avec les autres pays émergents. Mais il y a toutes les raisons d'être extrêmement confiant. Le très grand rayonnement politique de l'Afrique du Sud sera de plus en plus convergent avec son rayonnement économique. Elle est d'ailleurs le centre de toutes les compétences rares en fait en Afrique australe. Lionel Zinsou, je vous remercie. La tête pensante de la Fondation franco-africaine pour la croissance, toute nouvelle fondation, répondait à Nathalie Amar. RFI, l'actualité internationale. Anthony Latier. Les séparatistes ukrainiens acceptent de garantir la libre circulation et la sécurité des experts qui seront chargés de l'enquête sur la destruction de l'avion de la Malaysia Airlines. C'est ce qu'annonce l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, ce matin, alors que les réactions depuis hier, évidemment, se multiplient après le crash du Boeing. L'appareil relié Amsterdam à Kuala Lumpur, il a vraisemblablement été abattu par un missile. On ne sait pas encore qui a tiré. Il y avait près de 300 personnes à bord. On y reviendra dans le prochain journal dans 10 minutes et à l'occasion d'une nouvelle page spéciale avec Julien Chavannes dans une vingtaine de minutes. À la une également, Israël qui a lancé hier soir une offensive terrestre sur Gaza. Opération limitée, dit pour l'instant le gouvernement. Un soldat israélien et 11 Palestiniens ont été tués ce matin. François Hollande poursuit sa tournée en Afrique après la Côte d'Ivoire. Le président est attendu au Niger. Aujourd'hui, Niamey abrite le centre de renseignement du nouveau dispositif antiterroriste de la France au Sahel. Afrique Matin, reportage suite de notre série sur l'Afrique et la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, direction le Burundi. Il y a 100 ans, quand la guerre éclate, les Allemands sont présents dans ce qu'on appelle l'Afrique orientale allemande, qui recoupe l'actuelle Tanzanie et le territoire Rwanda-Urundi. En face, les Belges occupent l'immense Congo belge, l'actuelle RDC, et les Britanniques sont présents, eux, en Ouganda et en Zambie. Très vite, la guerre venue d'Europe va se propager dans cette région du monde. Esdras Koumana. Dès le départ, le rapport de force est très clairement en défaveur des Allemands, qui ne peuvent aligner qu'un homme contre 8 dans le cas belgo-anglais, le professeur Alexandre Hatungiman. Il y avait la force de protection, disons à peu près 50 000 hommes du côté allemand, contre 400 000 hommes du côté allié. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Parmi eux, quelques milliers de soldats européens, le reste ce sont des auxiliaires africains, des combattants askaris, des porteurs et autres constructeurs de tranchées. Les premiers affrontements, c'est sur le lac Tanganyika, un carrefour sur lequel se rencontrent les trois puissances coloniales. C'est un enjeu majeur pour le contrôle de la région et pour lequel ils vont se livrer à de véritables batailles aéronavales dès 1914, selon le professeur burundais. Déjà le 22 août, le premier bateau belge est coulé suite au tir du bateau allemand et qui l'a attaqué dans le port d'Albertville. Mais déjà, la coalition belgo-britannique cherche vraiment à contrôler efficacement le lac Tanganyika. Et cette coalition, il parvient, surtout après le bombardement du bateau à vapeur allemand von Gotzen par un hydravion qui venait d'Albertville, Calémie aujourd'hui. La supériorité militaire des Alliés va se faire sentir également sur la terre ferme, où les Allemands sont pourtant les premiers à lancer une attaque contre les Belges à Lufungi, c'est à la frontière burundo-congolaise.
Le professeur Hatungimana. Cette attaque menée par les Allemands est vite contrecarrée par les troupes belgo-anglaises. Et c'est à cette occasion même que le résident allemand trouve la mort. C'est Karl Schimmer, dont la tombe est aujourd'hui à Cibitoke. La suite de la Première Guerre mondiale au Burundi, c'est une succession de défaites allemandes jusqu'à l'acte final qui se joue à Gitega, au centre du Burundi. Le 14 juin 1916, Gitega est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire abandonnée par les Allemands, qui vont cette fois-ci se replier vers Tabora via Ujiji. Ils veulent regagner donc la Tanzanie actuelle. Et malgré tous ces épisodes sanglants, explique le professeur Alexandre Hatungimana, cette guerre n'a laissé pratiquement aucun souvenir dans la mémoire collective des Burundais, peu touchés par ses effets. Esdras Dikumana, Bujumbura RFI. 7h55 à Bujumbura, une pause et la musique. Mémoire d'un continent. Trop souvent comparée à Jeanne d'Arc, une manière de voir qui simplifie les traits d'une personnalité très complexe, la prophétesse Kimpavita s'inscrit dans la longue lignée des prophètes africains. Son influence reste visible jusqu'aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort sur le bûcher. Le philosophe Serge Boukou retrace pour nous sa trajectoire fulgurante. Mémoire d'un continent, Elikiam Bokolo. Dimanche, à partir de 12h10 TU. RFI. Sur le thème « Les défis de la bancarisation en Afrique », le magazine Forbes Afrique organise le 25 juillet à Brazzaville le forum Forbes Afrique 2014. Forum Forbes Afrique, le rendez-vous africain des décideurs internationaux. Musique du monde, Laurent Saloir. Un faux général rebelle quinois, un poète du chamamé de Corrientes qui louche sur le tango, qui pouvait inviter un zébulon congolais et un rêveur argentin sous le même toit? Musique du monde, forcément. Jupiter et Oquest International et Rudy Flores envahissent le grand studio et contre toute attente se mélangent en fin d'émission. Mad Max à côté, c'est Petit Brun. Musique du monde, Laurent Saloir. Dimanche, à partir de 14h10 TU. RFI. Avant le journal et comme tous les jours de la semaine, on découvre à cette heure-ci les artistes soutenus par RFI, les RFI Talents. Aujourd'hui, Jao Jobai, l'un des porte-drapeaux de la musique malgache. Voici Manantani. Boom bang, boom bang,
Manantani, un extrait du 6e album de Jao Jobai, album coédité par RFI. Plus d'informations sur rfi.fr/talent. Vous retrouvez à présent sur RFI Julien Chavannes pour une nouvelle page spéciale consacrée à l'Ukraine et au crash de l'avion de la Malaysia Airlines hier. Et on se retrouve dans une demi-heure pour l'actualité africaine. À tout à l'heure.